L'enregistrement est en cours. Alors, nous allons aborder notre huitième module. Donc, nous sommes en train de faire notre petit chemin de partage. Et aujourd'hui, nous allons regarder ensemble le principe dynamique du comportement et ce sont les émotions. Les émotions. Quelqu'un pourrait nous faire un briefing sur ce que c'est que une émotion, une petite élaboration sur les émotions, ce que vous savez des émotions. Oui, la sœur Florence, prenez la parole. Je peux dire que c'est quoi l'expression d'un sentiment. L'expression d'un sentiment. Merci, ma sœur. Qui d'autre? Qu'est-ce que vous savez de l'émotion? Oui, dites ce qu'il y a dans votre ventre. Je sais que vous avez quelque chose à dire. Oui, c'est bon de partager pour qu'ensemble on puisse voir les facettes de la même réalité. Oui, le père Alphonse. Oui, bon, juste pour ajouter à ce que la sœur Florence a dit, Oui. cette expression de sentiment peut être positive ou négative dans les contextes. Ok. Donc, cette expression, l'émotion est une expression de sentiment. Cette expression pourrait prendre l'allure négative ou une allure positive. Ok. Merci beaucoup. Bien. Ok. D'accord. Merci à sœur Florence et au père Alphonse pour cette intuition partagée sur les émotions. Alors, notre étude ici sur les émotions va prendre peut-être jusqu'à 3 modules. Aujourd'hui, nous voulons regarder les émotions en tant que principe du comportement humain. Voilà. Et quand on voit un comportement, quand on voit quelqu'un agir, quand on observe quelqu'un en action, la question de l'émotion ou la question de motivation rentre en jeu. Pourquoi cette personne agit ainsi? Pourquoi telle personne parle ainsi? Alors, nous nous interrogeons, quels sont les mobiles? Qu'est-ce qui est en dessous? Et nous avons vu dans le septième module avec les motivations conscientes et inconscientes de le comportement humain. Avec le module 7, nous avons regardé ensemble qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être à la source du comportement d'un individu. Nous avons aussi vu les attitudes.
il y a certainement une relation entre les émotions et les attitudes. Alors, comment comprendre? L'enjeu de comprendre cela, c'est pour aider justement dans cette croissance vers le niveau psycho-spirituel, le niveau le plus élevé, le niveau donc rationnel, spirituel, la dimension psycho-spirituelle. Et donc, qui nous aide à l'autotranscendance. Rappelons-nous que c'est vraiment la finalité de tous ces modules que nous faisons, c'est aider un tant soit peu dans ce processus-là de croissance vers donc la sainteté. Et nous avons vu les besoins, nous avons vu les valeurs et tout cela. Et dans le 7e module, nous avons constaté que dans l'étude de l'inconscient, cette partie, cette dynamique du psychisme humain est parfois ignorante de ce que c'est que les valeurs. Le ça ne tient pas compte des valeurs ni de l'extérieur, ni de quoi que ce soit. Quand le ça veut s'exprimer, il s'exprime. Alors, y a-t-il derrière les émotions, donc, cette dynamique de l'inconscient? Est-ce que vous voyez? Et comment on peut alors, s'il y a cette dynamique derrière, comment on peut comprendre le comportement humain pour pouvoir aider l'individu, la personne, à pouvoir se caser ou se mettre sur le chemin approprié de la croissance psycho-spirituelle, donc de l'autotranscendance de soi. Ce n'est pas aussi aisé. Et nous nous rappelons que nous sommes beaucoup enclins aux préjugés négatifs dès que on voit quelqu'un en action et que cela ne nous, peut-être, ne nous plaît pas, n'est pas bon pour nous, vous voyez. Donc, on commence à faire des jugements basés sur, généralement, les émotions et les préjugés négatifs. Nous allons regarder alors ensemble pour que désormais, en voyant quelqu'un en action, on puisse commencer à faire ce processus de travail, de recherche, pour pouvoir comprendre et non pas tout de suite tirer une conclusion. Donc, dans les modules précédents, nous avons montré que les principes directeurs du comportement sont les valeurs et les besoins. Donc, à long terme, ceux-ci deviennent des attitudes. Nous avons vu les attitudes, la composante de l'attitude, et qui est donc la composante cognitive, l'accumulation des informations qui engendre en nous ce qu'on appelle les affects. De l'affect naît une émotion qui a une expression corporelle, physiologique, et ensuite nous avons donc cette troisième composante qui est la connation, cette disposition prête à agir, c'est-à-dire à l'action. Voilà. Donc, comprendre l'émotion, il faut mettre en jeu tous ces éléments pour comprendre qu'est-ce que c'est que véritablement une émotion. Vous vous rappelez avec l'Onegan les 4 niveaux de discernement, de l'expérience, de l'entendement, du jugement et de la décision. Tout cela rentre en jeu. Vous voyez, tout cela rentre en jeu. Derrière une émotion, il y a probablement une attitude ancienne qui était là. Alors, tirer une conclusion tout de suite que telle personne est bonne ou mauvaise, c'est véritablement se précipiter. Et Kant va nous dire que la précipitation est généralement source d'erreur. Donc, besoin d'un examen. Et l'Onega nous est dans un processus. Voilà. Et je rappelais la dernière fois que la question de l'expérience est assez fondamentale dans la compréhension de l'individu. Nous n'avons pas les mêmes expériences. Et je rappelle que dans le 7e module, nous sommes allés jusqu'à notre enfance, qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées là, avec la question du refoulement, qui ont engendré des attitudes chez des personnes. Alors, vous voyez, ces attitudes antérieures, très anciennes, caduques, on peut dire donc dans le fond de l'individu, vont d'une manière ou d'une autre orienter
influencer les attitudes et les émotions d'un individu. Voyez? Donc, il y a tout un examen derrière. J'espère que la personne a fermé son micro. Non, oui. Alors, donc, à long terme, les valeurs et les besoins deviennent donc les attitudes exprimées de différentes manières selon les situations. Quand on dit selon les situations, ça nous rappelle quoi? Selon les expériences individuelles, personnelles. Il ne faut pas oublier cet aspect-là, c'est très fondamental dans le suivi, dans l'accompagnement, dans l'écoute des uns et des autres, surtout dans l'écoute et accompagnement spirituel dans nos maisons de formation. Donc, une question fondamentale demeure, qu'est-ce qui donne la force, l'énergie, l'intensité à l'action? Vous voyez, on parle de force, on parle d'énergie, on parle d'intensité à l'action. Ça veut dire quoi? Que toutes les actions n'ont pas les mêmes teneurs, les mêmes énergies, les mêmes couleurs. Pas du tout. Chaque action a la teinture de l'énergie émotionnelle qui l'accompagne. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour ça que la question de la comparaison n'a pas sa raison d'être ici, si on veut vraiment aider un individu. On le prend dans son individualité, dans sa singularité, dans sa particularité, pour le comprendre, le contextualiser, le situer dans l'histoire. Voilà. Et ça, c'est très important pour nous dans la dynamique de la formation. Donc, un exemple, deux personnes donc, peuvent partager la même attitude, voyez, donc la même attitude, une attitude de haine envers une autre personne. Exemple. Voilà. Mais agir avec une intensité très différente. Donc, l'un peut devenir très violente. L'une peut devenir très violente par rapport à cette personne et l'autre se contente d'éviter la personne en question. Vous voyez? Donc, la réaction est différente. Les deux n'aiment pas la personne, mais l'autre peut aller vers l'individu avec violence et même physiquement violenter l'individu, tandis que l'autre, malgré qu'elle n'aime pas cette personne, elle cherche juste à l'éviter, ne veut même pas parler avec cette personne. Qu'est-ce qui est là derrière? Donc, il y a l'intensité émotionnelle qui dirige. Voilà. Et qu'il faut comprendre. Et cette intensité émotionnelle qui est différente chez les deux personnes trouve son histoire dans l'expérience vécue, dans l'expérience antérieure, qui a engendré ce qu'on appelle, dans le vocabulaire de Freud, l'affect. L'affect est généralement le concept générique, voilà, pour définir un peu tout ce qu'on met, émotion, affection, sentiment, tout cela, prennent leur source dans ce qu'on appelle l'affect. Tous ont vécu la même expérience, mais l'intensité de l'affect a différé d'une personne à l'autre, qu'il faut prendre en considération. Et c'est très fondamental pour comprendre l'attitude particulière d'un individu. Donc, la différence donc ne vient pas de l'attitude elle-même, pas du tout, vous voyez. Donc, c'est vrai qu'il faut connaître l'attitude pour changer, mais dans cette attitude, il y a un travail de fond à faire. Et ça va toucher probablement les 4 niveaux de discernement, donc l'expérience. Le premier niveau surtout, l'expérience. Donc, la différence ne vient pas de l'attitude elle-même, mais de la charge émotionnelle. Cette charge émotionnelle a été vécue en tant qu'affect au cours d'une expérience vécue. Au cours d'une expérience vécue. Très important. C'est-à-dire quoi?
ma relation avec une situation qui s'est passée. Donc, il est donc évident que la puissance de l'action vient des émotions. C'est vrai. Ça vient des émotions. C'est bon d'étudier les motivations, pourquoi tu as fait ça, mais derrière le pourquoi, bon, c'est parce que j'ai faim. Ok, tu as faim, et qu'est-ce qu'il y a derrière cette faim-là? Vous voyez? Et c'est très important de comprendre. Cette faim a engendré chez la personne, donc ce qu'on appelle cet affect. Comment la personne a ressenti cette faim? Elle est différente de l'autre. Voilà. Donc, ces émotions jouent un rôle crucial dans la motivation. Vous voyez? Pas juste comprendre les motivations de façon générale. Vous voyez que nous sommes en train d'aller vraiment en profondeur. Du début, de comprendre le comportement, pourquoi il y a des déviations dans la vie religieuse et tout cela. On dit c'est des motivations, et on comprend qu'il y a un problème de valeurs et des besoins qui rentrent en jeu. Mais qu'est-ce qui est au fond? Il y a l'expérience. Dans cette expérience, on a ce qu'on appelle l'affect qui engendre une émotion de l'émotion au comportement qu'on voit. Donc, comprendre les motivations de nos actions et ces émotions sont considérées comme le principe dynamique derrière le comportement humain. Voilà. Ça ne suffit pas donc de dire juste identifier la motivation. Il faut aussi comprendre donc l'enjeu de l'énergie émotionnelle chez l'individu. C'est pourquoi donc la maturité émotionnelle que nous allons voir dans je pense, le module 9 qui va s'en suivre, ce qu'on appelle la gestion émotionnelle, l'intelligence émotionnelle. Donc, aux maturités affectives, quand on parle donc de maturité affective, vous voyez que la question affect apparaît ici. Donc, c'est très important. Quand on fait les sessions sur, on parle de maturité affective, maturité psychosexuelle, tout cela, il y a ce qu'on appelle l'expérience vécue. Et dans l'expérience vécue, il y a ce premier contact, cette première réaction de l'être humain qu'on appelle l'affect qui était là. Donc, qu'il faut comprendre très bien. Et on ne peut pas comprendre si on ne fait pas l'examen, on ne fait pas l'exégèse de l'expérience de l'individu. J'insiste beaucoup sur l'expérience, c'est très important. Voilà. L'anamnèse d'une maladie, quand l'anamnèse d'une maladie est mal faite, la guérison aussi est mal faite. Voilà. La médication est mal instruite et donnée, et donc ça peut engendrer des conséquences négatives. Au point de vue comportemental, au point de vue humain, c'est pareil. Voilà. Donc c'est un élément central dans l'intégration psycho-spirituelle. Donc, cette maturité affective ou émotionnelle s'obtient à travers l'intelligence émotionnelle que nous allons voir dans le module prochain, le module 9, la gestion des émotions. Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir? Nous abordons la définition de l'émotion. Sentez-vous libre de m'arrêter quand besoin il y a. Donc, émotion vient de émouvoir, le verbe émouvoir, basé sur le latin emovere, donc le E qui est une expression de extérieur, donc l'émotion est donc visible. Par quelle structure de notre personne humaine? Ça nous renvoie au module 1, la structure de l'être humain, donc le corps, l'esprit et le psyché. Donc, l'extériorité de l'émotion passe par le canal physiologique. Rappelons-nous très bien, donc le corps est l'expression visible de l'émotion, de cet affect qui est plus interne et qui donne des radiations
Par quoi? Par le truchement du système nerveux et qui s'extériorise par l'expression faciale ou corporelle d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et que nous allons certainement regarder à la longue de ce module-là. Donc, hors de movere signifie donc mouvement. Le terme donc motivation, vous voyez, motivation est également dérivé de ce mot movere. Qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui fait bouger? Voilà. Donc, une émotion est une réaction psychologique et physique à une situation. À une situation. L'interaction entre l'homme et la situation s'appelle expérience. C'est ça, l'expérience. Une situation. Donc, elle a d'abord donc une manifestation interne qu'on appelle l'affect. Il faut vraiment rentrer dans ce vocabulaire qui nous aide dans l'écoute de nos candidats et candidates. C'est très important dans l'écoute active. Dans l'écoute active, l'écoute et bienveillante, qui est de tendre l'oreille avec de l'empathie et de la compassion. Donc, si on a compris cette première expérience, ce premier choc, quand on parle de choc, ce n'est pas forcément négatif. Donc, le choc, donc, qu'on appelle affect, comprendre ça, c'est la première manifestation interne que l'individu a vécue. Donc, dans votre écoute attentive et bienveillante, vous comprendrez quel est le comportement de la personne que vous avez en face. Et ça vous permet alors d'avoir une intuition, des hypothèses de chemin pour aider la personne à s'en sortir. Donc, il y a donc cet affect va donc générer ce qu'on appelle une réaction extérieure qui passe par le système nerveux. Ce système, on va vraiment dire système parce que est composé de plusieurs autres éléments. Donc, ce système nerveux qui exprime cet affect interne. Donc, l'émotion est provoquée par la confrontation à une situation et à l'interprétation de la réalité. Confrontation, c'est quoi? Ça rentre dans ce qu'on appelle la perception. Perception qui met en jeu donc nos 5 sens et notre intuition. Interprétation, qu'est-ce qui rentre en jeu? Le jugement. Est-ce que vous vous rappelez les 4 niveaux? Rappelez-vous toujours, faites le lien quand nous sommes en train d'évoluer. Voilà. L'expérience, donc l'entendement, comprendre la chose et le jugement. Donc, évaluer la chose et la décision. On appelle tout cela la confrontation à la réalité. Donc, quand vous êtes en face donc d'une candidate ou d'un candidat qui est dans une situation problématique qui ne vous plaît pas ou qui ne répond pas au charisme, qui ne répond pas à la dynamique de la formation, à l'attente de la congrégation, alors il est très important de veiller à voir chez l'individu qu'est-ce qui s'est passé en termes d'expérience chez l'individu. Voilà. Vous comprendrez dès lors l'attitude et donc l'émotion et le comportement de la personne pour pouvoir aider. Si le médecin ne comprend pas la maladie, il va travailler sur les personnes à tâtons. Et généralement, en travaillant à tâtons sur les gens de façon, donc, d'une manière ou d'une autre aveugle, on risque d'endommager la vie de l'individu. Est-ce que vous voyez? Plus l'information est connue, précise, identifiée, nommée, plus ça oriente dans le choix du remède. Voilà. Donc, une émotion n'est pas une sensation. Ce n'est pas une sensation. C'est tout à fait différent. La sensation est directement associée à la perception sensorielle, c'est-à-dire ce que nous voyons,
et sentons, ça touche les 5 sens. Goûtons, voilà, tout cela, entendons, voilà. Il n'y a pas de sensation à ce niveau. Les choses concrètes qui sont là. Voilà. C'est au niveau sensoriel. L'émotion est une tendance ressentie envers ce qui est évalué. Donc, on fait une évaluation spontanée. Confrontation, jugement, tout de suite. Bon, voilà, comme bon est loin de ce qui est évalué comme mauvais. Est-ce que vous voyez? Donc, l'émotion va nous faire réagir. L'émotion va nous faire réagir par attraction ou répulsion. Voilà, attraction ou répulsion. Bien, nous sommes au point 2. Est-ce qu'il y a des interventions, des questions, des commentaires? Bien. Excusez un peu. Oui, sœur Florence. C'est juste pour dire que j'aime bien la comparaison que vous faites avec le diagnostic de la maladie. Voilà. Ça permet encore de mieux comprendre parce que quand tu pars à l'hôpital et puis on passe à côté le diagnostic, le malade souffre. Bon, pas parce qu'on ne le traite pas, mais on est en train de traiter quelque chose dont il ne souffre pas. Exactement. Et Voilà. l'exemple concret, c'est la question de la dengue, où on a Voilà. prescrit beaucoup de médicaments qui n'allaient pas avec la dengue. Et les gens, ça précipitait les gens à la mort. Merci beaucoup, ma soeur. Je vous en prie. Merci beaucoup. Donc, on peut avancer. Les émotions comme principe dynamique du comportement. Donc, nous entrons dans la matière de ce module. Donc, derrière donc, toute action humaine, il y a une émotion. Derrière toute action humaine, il faut noter une émotion. Donc, des exemples concrets que j'ai pris. Donc, retrouver une personne aimée longtemps absente peut engendrer la joie, le mouvement vers la personne, donc l'attraction. L'attraction, c'est le sourire, le bien-être, voilà, de retrouver cette personne qu'on a perdue il y a longtemps. Se sentir négligé peut provoquer l'irritation, le désir de riposte. Ce que vous voyez. Donc, c'est des choses qu'il faut regarder très bien dans nos maisons de formation. Et pour nous-mêmes, parfois, nous nous retrouvons en train de réagir d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut comprendre bien ce mécanisme de fonctionnement de notre psychisme. Donc, voir par exemple un serpent dans sa chambre peut engendrer la peur et la fuite, donc la répulsion. Prendre conscience donc d'une offense peut engendrer donc le regret, la démarche de réconciliation. Vous voyez que ces émotions parlent, ces émotions disent quelque chose. Les émotions sont donc quoi? Un langage que nous exprimons envers ou contre quelqu'un ou quelque chose. Donc, prendre conscience d'une offense peut engendrer le regret, la démarche de réconciliation. Donc, le schéma reste ainsi, le schéma habituel, un stimulus, donc une évaluation,
Un stimulus, c'est-à-dire une situation, un événement, la source de l'émotion, en fait. Une impulsion émotionnelle, une action. L'impulsion, donc, a des degrés différents. Vous vous rappelez donc à l'introduction, à des degrés différents. Une impulsion a des degrés différents selon l'intensité de l'affect par rapport à la situation, à l'événement, à l'expérience vécue. Le même schéma, mais l'expression va différer. Donc, vous comprenez que pour comprendre l'action d'un individu, aller à la source. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand je dis qu'est-ce qui s'est passé, c'est l'expérience individuelle de l'individu. Donc, les expériences vécues comprennent donc une évaluation immédiate et intuitive sans réflexion intellectuelle. Donc ici se joue le ça à sa place ici. Il y a un lien donc avec ce que nous avons étudié dans le module 7, la question des motivations inconscientes. Alors, il y a beaucoup d'entre nous qui luttent avec leurs émotions. Ils sont en train vraiment de chercher à comprendre pourquoi ils réussissent. Ils font des efforts, actuellement c'est le temps de carême, ils font beaucoup d'efforts sur eux, de ne pas s'énerver trop, de ne pas trop parler, de ne pas réagir violemment, mais ils se retrouvent encore en train de réagir malgré un rosaire récité dans la journée. Est-ce que vous voyez? C'est ça la nature de l'émotion, c'est spontané, sans réflexion. Pourquoi? Parce que en ce moment, l'hippocampe est bloqué et donc le cortex cérébral n'est pas en action. C'est ça. Donc, je disais donc sans réflexion, donc je nous rappelle donc les 4 niveaux de discernement dans le module 6. Donc, il y a une impulsion. Donc, attraction ou répulsion, cette impulsion, des modifications physiologiques, les changements de rythme cardiaque, la transpiration, et même la fraîcheur. La fraîcheur, on a des frissons de la peau, des pertes d'appétit, on voit des constipations instantanées. Vous voyez, il y a toute cette réaction due à l'émotion qui est là. Et tout cela, ce sont des caractéristiques de l'émotion qu'il faut prendre en compte. Donc, les émotions ont des signaux primaires qui nous parlent. Donc, nous allons regarder cela dans la gestion intelligence émotionnelle, quand nous allons aborder cela. Donc, l'attention à ces signaux, elle est très importante pour nous, pour grandir dans l'intelligence émotionnelle. Et ça, donc, dans l'accompagnement, dans la psychothérapie, dans l'écoute, que les gens partagent pour vous, pour les aider. Donc, c'est à eux de prendre conscience. Donc, identifier, nommer, mettre le nom sur les choses. La source, l'impulsion, quel est le stimulus qui est là? Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que tu connais le stimulus, c'est-à-dire la source de ce qui crée chez toi cette impulsion? Donc, nous sommes continuellement donc exposés à des multiples stimuli sensoriels dont il faut connaître dans le processus de la thérapie. Connaître, nommer, identifier. Et même si c'est possible en faisant la genèse ou l'anamnèse, donc situer la chose dans le temps. C'est très important. Voilà. Pourquoi ce refoulement continuel? Il y a une source. Il y a l'expérience. Donc, dès leur perception, donc, le cerveau donc, effectue une évaluation instantanée. Perception, jugement, décision. Voilà. Mon père. Oui, allô. Père Alphonse. Oui, si j'ai une inquiétude par rapport
à la diapositive antérieure qui porte sur se sentir négligé Oui. provoque irritation. Oui. Est-ce que c'est dans les situations où il y a des situations où la personne peut sentir au lieu de l'irritation de la honte? Oui, oui. Ça peut devenir de la honte. C'est juste un exemple que j'ai donné. C'est pour ça que la personne peut. Donc, il y a plusieurs autres réactions qui peuvent survenir derrière une négligence. C'est ça. Non, parce que je pensais à un cas particulier où, bon, Oui. la personne t'approche avec quelque chose qu'elle a réalisé avec tous les soins. Bon, on te présente et bon, tu feins de ne même pas entendre ou de ne même pas voir ce que la personne présente. Voilà. Voilà, la réaction naturelle, bon, ça peut être bon, la honte. La honte, non? C'est. Voilà. La honte, ça veut dire que, bon, c'est comme si tu n'es rien. Voilà. Exactement. C'est ça. Comme si tu n'es rien, tu n'as pas d'importance. Voilà. Exactement. OK. Merci. Merci beaucoup, mon père. Et donc, dès la perception de la chose, donc le cerveau a un automatisme. Est-ce que vous voyez, dans cet automatisme-là, on va voir tout le travail de l'attitude antérieure. Derrière l'attitude antérieure, on a donc l'expérience. Quand on parle de l'expérience, donc il y a l'accumulation de connaissances qui étaient là, qui a engendré un affect positif ou négatif. Vous voyez, et tout cela, une évaluation instantanée et qui dit à la personne que c'est bon pour moi ou c'est mauvais pour moi, tout de suite. Voilà. Et dans l'accompagnement, dans la dynamique de la formation, c'est très important de veiller à regarder dans le comportement des candidats et candidates. C'est très important. Pour voir cette répétition qui est là, permet alors d'appeler l'individu et de le faire asseoir et de lui dire l'observation faite. Et nous allons voir ça dans la gestion émotionnelle avec Marshall Rosenberg dans la communication non violente. Faire asseoir la personne, situer le comportement dans l'histoire, dans le temps. C'est-à-dire que nous avons observé, nous, l'équipe, la communauté formative, avons observé que depuis un mois, nous voyons tel, depuis que tu es rentré, ça fait 1 mois, 2 mois, il y a une certaine répétition dans ton comportement. Nous voulons comprendre. Nous voulons comprendre. On ne va pas tirer la conclusion, ah là, ça, c'est pas bon pour notre charisme, ça, non. D'abord, comprenez ce qui se passe chez l'individu. Ça permet alors d'orienter l'individu par rapport à quoi? À l'idéal de l'institution. Vous vous rappelez, l'idéal de l'institution. La personne est dans son idéal personnel, le moi personnel, le moi idéal. Et il y a aussi l'idéal de l'institution. Donc, comprendre le comportement, la genèse de ce comportement peut aider maintenant à commencer à orienter l'individu. Voilà, c'est très important dans ce sens. Donc, cette évaluation se produit avant toute réflexion donc consciente, vous vous rappelez le module 7, grâce à une structure primitive du cerveau, voilà, l'amygdale qui est là. Rappelez-vous que donc l'amygdale est donc cette structure cognitive, structure de psychisme qui répond aux besoins instantanés. Rappelez-vous donc le besoin instantané, c'est donc le ça de Freud, qui répond au niveau psychophysiologique. Nous rappelons très bien. Voilà. Donc, la satisfaction passe par donc l'amygdale, qui est au niveau du cerveau limbique. Voilà. Et là, nous voyons l'hippocampe qui est là également, qui favorise donc cette satisfaction immédiate. Donc, il y a donc ce travail, il y a un mécanisme psychique qui se passe en lien avec notre système nerveux.
Donc, il produit donc les émotions extérieures que nous voyons. Donc, il y a tout un mécanisme physiologique qui se passe, neurologique qui se passe. Donc, si on fait fi de ça et on ne se focalise que dans la dynamique de la formation, uniquement que la dimension spirituelle, vous voyez l'intérêt de l'interdisciplinarité que nous propose Roula avec ces modules de formation que nous recevons. Donc, il y a tout un complexe de disciplines qu'il faut mettre en jeu, non seulement pour comprendre, mais surtout pour aider. Donc, la fonction de la formation des formateurs qui est d'aider doit donc intégrer cette méthode d'interdisciplinarité qui va demander donc un travail au niveau de la psychologie, un travail au niveau donc de l'anthropologie intégrale selon Jean-Paul II, un travail au niveau de la spiritualité. Voilà. Donc cette évaluation s'appuie sur les expériences passées personnelles. Il revient toujours sur ce mot-là parce que pour moi c'est très fondamental. Même en spiritualité, même en matière de discernement vocationnel, on parle de l'expérience mystique. Première chose qui a marqué l'individu, on parle de l'expérience mystique. Voilà. Nos fondateurs ont eu ce qu'on appelle l'expérience mystique pour acheminer le charisme jusqu'à nous aujourd'hui. Donc c'est très important pour nous dans ce sens-là. Donc, cette évaluation donc s'appuie aussi parfois sur un inconscient collectif. C'est-à-dire dans l'inconscient collectif, il y a l'histoire de la famille, l'histoire de la société dans laquelle la personne a vécu et surtout comment cette expérience a marqué l'individu. Voilà. Donc, si vous faites fi de cela, vous ne comprendrez pas. Vous serez dans l'illusion ou bien vous allez inventer votre propre histoire et coller sur l'individu qui ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que basé sur les préjugés. Ça ne va pas du tout aider. Nous avons vu l'inconscient collectif avec qui? Carl Gustav Jung. Il faut toujours faire le lien avec les modules. L'inconscient collectif est chargé des archétypes. On parlait de l'archétype l'animal, l'animus. Pourquoi une femme peut réagir comme un homme ou bien travailler comme un homme? C'est à cause de cet archétype-là que nous partageons. Et pourquoi un homme peut travailler comme une femme quand les circonstances le recommandent? C'est parce que nous partageons l'archétype-là dès notre naissance. Voilà. Donc, tenez compte de cette complexité d'éléments qui aident à comprendre un individu, un comportement est très fondamental dans la fonction de formateur-formatrice. Donc, le schéma ici est mis dans un tableau. Donc, le schéma fondamental, c'est le stimulus, l'évaluation intuitive, l'impulsion, l'émotion et l'action. Les exemples sont donnés ici, exemple positif et exemple négatif. Voilà. Donc, il y a à la base, je veux dire quelque chose, il y a à la base, pour nous les adultes, c'est très, je préfère qu'on regarde beaucoup à notre niveau, quels sont les types d'addictions que vous êtes en train de lutter contre. Addiction comportementale, addiction aux substances psychotiques. Donc, il y a plusieurs types d'addictions que nous, les adultes, nous sommes en train de lutter pour pouvoir nous en sortir, mais ce n'est pas aisé. Voilà. Donc, en parlant pour comprendre une addiction ou une dépendance chez un individu, la question émotionnelle est très importante. Nous avons vu la question de la satisfaction immédiate avec quoi? Cette structure psychique qu'on appelle l'amygdale, qui est une composante donc du cerveau limbique. Et je dis que c'est le cerveau de la gratification. Donc l'addiction généralement vient de l'autogratification. J'ai travaillé, personne ne me dit merci, personne ne fait la reconnaissance, donc je m'offre le plaisir, satisfaction immédiate pour que je me sente à l'aise. Voyez-vous? Donc, le stimulus, la glace, bon pour moi, l'attraction qui engendre de la joie,
et l'enfant mange la glace. Voyez-vous. Donc, pour comprendre le phénomène de l'addiction, il faut donc faire la genèse de ton amour pour la chose. Comment au premier instant, la fête que cela vous a donné. Voilà. La prochaine fois et que vous êtes en situation, ça va vous recommander la même chose et vous allez rentrer dans la satisfaction immédiate. Si les valeurs morales et les valeurs psychospirituelles ne sont pas mises en jeu, et donc le niveau psychophysiologique prend prend toute la direction de votre existence basée sur donc le ça qui n'est que satisfaction immédiate, qui passe outre les valeurs, toutes sortes de valeurs. Voilà. Donc, je fais le lien vraiment avec tous les modules là pour nous mettre à jour à mesure que nous avançons. Donc, c'est très important l'étude de l'émotion pour comprendre nos addictions. Voilà. Des gens qui prennent assez de temps à la télévision, qui ne peuvent pas vivre dans la journée heureuse sans le café, sans une cigarette, sans aller prendre une bière, sans telle chose, tout cela. Donc, ça rentre en jeu les addictions. Et les addictions ont des degrés. Voilà. Le degré. Donc, si nous arrivons à nous comprendre, ça nous concerne le plus. Si nous arrivons à nous comprendre, on pourra comprendre aussi nos candidats et candidates pour les aider. Questions, commentaires? Ça, on pourrait avancer. Donc, nous abordons le grand 3. Oui. Oui, entre-temps, vous avez parlé d'un certain blocus là. Je n'avais pas bien saisi. Le blocus? Bon, parlant des émotions, bon, des changements de comportement, des réactions qu'on ne peut pas comprendre. Voilà, tu es là, un sentiment neutre, tu ne sais pas d'où ça vient. Et vous dites que voilà, peut-être dans l'histoire, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et puis, je ne sais pas si au niveau du cerveau, il y a eu un blocus ou bien quelque chose comme ça. Ah oui, ça, pour l'expliquer, la question de... Oui, merci beaucoup. Donc, je suis en train de faire ici la physiologie de l'émotion. Donc, dans l'étude neuropsychologique, on étudie le cerveau pour comprendre un peu justement le comportement émotionnel de l'individu. Pour la personne. Donc, pour comprendre comment est-ce que cette attitude est installée chez l'individu et comprendre l'émotion de l'individu, il y a le fonctionnement du cerveau. Et le cerveau en charge des émotions, c'est le cerveau qu'on appelle le cerveau limbique. Dans ce cerveau limbique, il y a donc cette structure qu'on appelle l'amygdale, qui est donc l'organe de gratification, de satisfaction chez l'individu. Voyez. Donc, en ce moment où l'amygdale est en fonction, donc est mise en réaction, l'hippocampe est bloqué. Or, l'hippocampe est ce qui donc fait le lien avec le cortex cérébral. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça que on fait les choses spontanées et ce n'est qu'après l'action que nous prenons conscience de la chose. C'est-à-dire, le cortex cérébral, l'hippocampe étant libéré, le cortex cérébral est donc ouvert et mis en jeu. Et donc, la question de réflexion, intelligence, analyse, discernement se met en compte. Est-ce que vous comprenez, ma soeur? C'est ça l'enjeu. Donc, et je disais que pour comprendre cela, on ne peut pas juste se baser sur la dimension spirituelle. Vous allez réciter, c'est vrai, en ce moment de temps de carême, on va réciter le chapelet, on va faire les adorations, on va demander les intercessions, c'est vrai. Ça, c'est une dimension de notre vie qui est très importante, mais on ne doit pas négliger l'aspect physiologique et psychologique de l'individu. Et donc, tenir compte de son fonctionnement psychique pour aider. Ça peut aller, ma soeur?
Oui, mon père, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, nous abordons donc le grand 3, la question de l'affect. Donc, la trace durable de l'émotion. Vous voyez, donc la trace, pas de traçabilité, comment comprendre, comment retrouver les choses. Voilà, donc l'affect. Donc, dans le travail de maturité affective, maturité émotionnelle, maturité psychosexuelle, et c'est très important cet élément qu'on appelle affect. Et chez Freud, c'est très fondamental, la notion de l'affect. Donc, chaque expérience émotionnelle laisse une trace intérieure appelée affect. Donc, il facilite la réapparition. Vous voyez, la réapparition. Hein? Je m'énerve par rapport à quelque chose qui s'est passé au début dont je n'ai pas été content. Et chaque fois que je me rappelle ou je retrouve la chose, ça me revient. Voilà. Et donc, pourquoi mon cerveau limbique a dit oui à cela, a accordé donc cette émotion est marquée donc comme affect. Donc, là facilite la réapparition de la même émotion. Vous comprenez que parfois, vous vous retrouvez dans une émotion en train d'être... Vous vous retrouvez toujours dans la même émotion. Vous luttez, vous faites tout, mais ça ne va pas. Donc, il y a un travail à faire. Au retour, aller en arrière pour regarder qu'est-ce qui s'est passé. D'où vient cela? Où avez-vous engendré ça? C'était quelle expérience? Pour rendre sa manifestation donc plus spontanée, c'est ça. Et généralement, c'est ça notre réalité. La spontanéité, et c'est la nature de l'émotion, la spontanéité. Conduit progressivement à une attitude donc émotionnelle habituelle. Alors, c'est très important ici, mes frères, mes sœurs, par rapport à la relation entre l'attitude et l'émotion. Vous voyez? Donc, on dit cela conduit progressivement à une attitude émotionnelle habituelle. L'attitude vient avec donc une répétition de cette émotion continuelle. Voyez-vous? Ainsi se forment des dispositions émotionnelles durables. Alors, vous voulez aider votre candidat et candidate à un temps soit peu se libérer ou gérer ses émotions en bonne et due forme, réduire la pulsion, l'impulsion de cette émotion, alors il faut se comprendre soi-même d'abord. Est-ce que vous comprenez votre répétition dans une émotion habituelle? Et pourquoi? Voilà. Donc, l'affect dans le comportement. Donc, puisque nous parlons de la relation entre l'émotion comme la dynamique du comportement, donc, quel est donc l'affect dans le comportement? L'affect joue un rôle très important car il oriente les attitudes. L'affect va orienter une attitude. L'affect va dire, dans l'affect, j'ai senti une attraction, une répulsion. Donc, ça crée une attitude de haine ou de joie ou de paix avec l'individu. Influence nos décisions. Voyez-vous? Comment j'ai ressenti quand la personne a parlé ou la personne a fait telle chose, cela va orienter ma décision ou d'approuver ce que la personne dit ou de réprouver, plutôt de rejeter ce que la personne est en train de dire. Et cela motive nos actions. L'affect est au cœur et la source de notre comportement humain. Et cela colore les relations humaines. L'affect que la personne a senti dès le premier jour, quand la personne est arrivée en formation face
à la formatrice et au formateur, cet affect-là va colorer sa relation avec son formateur ou sa formatrice. Et ça c'est très, très important à regarder ça de près. Voilà. Et c'est important dans l'accompagnement, dans l'écoute, de demander, c'est très important, comment le candidat ou la candidate vous perçoit. La première expérience que la personne a faite avec vous a créé un affect. Ça, je le dis avec beaucoup d'insistance. Et ça a créé un affect. Ou affect répulsion ou affect d'attraction avec vous. Il est très important de le savoir de la part de la candidate ou des candidats. Si la personne est ouverte, va vous dire la vérité que dès le premier jour, quand vous avez commencé à parler ou vous avez fait ça, telle chose, voici comment j'ai ressenti envers vous, je me suis ressenti envers vous. C'est important dans la formation. Parce qu'au noviciat, le formateur, la formatrice, le père maître ou la maîtresse a donc cette habileté à aller en profondeur de l'individu. C'est à ce niveau vraiment que cette permission est donnée. Le fort externe et le fort interne plutôt c'est permis aux maîtresses et aux pères maîtres d'explorer cela, parce que c'est là où la décision doit se passer. Si tout cela n'est pas exhumé pour mettre à la surface, pour clarifier les choses, pour ne pas qu'il y ait confusion et ambiguïté de la motivation vocationnelle et par rapport au charisme, ça ne va pas marcher. Donc, vous avez tout le pouvoir d'explorer pour permettre à la personne d'exhumer les inconsistances qui y sont et qui ne répondent pas au moi idéal de l'Institut. C'est très important, cet affect-là. Connaître le premier affect qui a eu lieu avec vous va aider parce que vous ne savez pas pourquoi cette personne a cette attitude comportementale envers vous. Voilà. Et peut-être elle ne va pas le montrer, va faire semblant mécanisme de défense, nous allons voir ça. Donc, la personne va engendrer un mécanisme de protection, voilà, pour qu'on ne sache pas que la personne ne vous aime pas en tant que père, maître ou maîtresse ou formateur ou formatrice. Voilà. Les candidats sont là, ils ne vous aiment pas, mais ils doivent être là. Et donc, ça influence le fait qu'ils ne vous aiment pas dû à l'affect qui s'est passé et qui, certainement, a un lien avec son passé, un personnage, certainement, voilà, qui peut-être retrouve en vous, qu'on appelle le transfert. Et vous voyez tout le lien qu'il y a avec le transfert, avec la projection, tout cela reste en lien avec l'affect. Donc, s'il n'y a pas d'ouverture explicite de cet affect-là, l'accompagnement ne sera pas assez efficace dans ce sens-là. Voilà. Donc, nous avons donc à faire la différence. Il y avait demandé la définition au début. Et c'est très important de faire des différences, des nuances entre eux. Donc, différence entre affect, émotion et sentiment. Donc, tout commence par l'affect. Le sentiment dure plus que l'émotion. L'émotion est passagère, courte. Voilà. Tandis que l'affect peut varier. Donc, alors vous comprenez que pour que la personne se convertisse, il faut créer une autre situation, un événement pour créer un affect positif chez l'individu qui va engendrer une émotion positive et donc répéter progressivement, engendrer une attitude, donc sentiment qui prend donc toute la personne et son comportement. Vous vous rappelez donc le schéma de conversion que nous avions la dernière fois avec Amedeo Ciancini. Voilà. Donc l'affect est à la base, engendre des émotions qui sont très très courtes, vraiment, et le sentiment qui va naître. Donc c'est un état affectif plus stable et élaboré. Vous voyez, très élaboré dans ce sens-là. Et vous rappelez-vous que le sentiment est une composante de l'attitude. Et l'attitude s'obtient avec une répétition de l'émotion.
comprendre ce mécanisme-là, ça va vous aider dans l'écoute. Voilà. Donc, les mots que la personne place et vous, à partir de ces mots, comment vous les reformulez, va aider l'individu à se libérer. Voilà. De ce qui empêche donc sa croissance individuelle, personnelle. Nous arrivons maintenant au grand 4, les émotions de l'enfance et la mémoire affective. Est-ce qu'il y a des commentaires? Il y a des questions? Voilà. Bien. Excusez-moi, mon père. Oui, la sœur Florence. Et vous avez dit que l'émotion, bon, elle ne dure pas dans le temps, c'est court. Oui, oui. Et est-ce à dire que, bon, ce que nous connaissons comme, bon, je ne sais pas si ce sont des émotions, les tristesses, les colères, les peurs, tout ça, peut-être que toute peur, toute tristesse, toute joie ou toute chose n'est pas nécessairement une émotion. Non, non, ce sont des émotions, mais qui sont désormais une attitude. Quand ça dure donc dans le temps, ça devient donc une attitude. Donc, ça a trouvé une stabilité. La personne a trouvé un certain confort avec ça. Et c'est ça, justement, quand on veut dire que ça devient pathologique, c'est à ce niveau-là. Donc, ça prend une allure même de sentiment. Voilà, chez l'individu. Bien sûr. Donc, c'est important, la question que vous êtes en train de dire, j'ai apprécié la question dans la mesure où il y a de ce type de personnes dans les maisons de formation ou même dans nos communautés. Donc, vous voyez, presque un comportement extérieur qui montre vraiment un visage de tristesse et qui dure dans le temps, vous voyez, qui prend toute la partie de son existence dans la communauté, depuis que la personne est dans la communauté, a toujours ce visage comme ça, allure triste et tout cela. Donc, c'est important de comprendre tout cela. Voilà. Et quand vous voyez déjà ces signaux-là, c'est bon d'approcher ces personnes pour voir. C'est tellement que, ou peut-être les personnes sont en train de traverser des situations, voilà, qui n'arrivent pas eux-mêmes peut-être à se libérer malgré leur volonté. Voilà. Et généralement, quand la personne ne veut pas qu'on sache, la personne répond toujours, non, tout va bien. Mais le comportement décrit ce qui se passe à l'intérieur, c'est-à-dire donc l'expression faciale, l'allure physiologique, physique de l'individu, donne des indices de lecture dont il faut faire une investigation pour aider ou comprendre. Voilà. Merci beaucoup, ma soeur, pour votre intervention. Je vous en prie. Là, nous abordons ici les émotions de l'enfance et la mémoire affective. Donc, vous comprenez que ici, nous ne sommes pas en train de faire la gestion émotionnelle, mais nous voulons comprendre le phénomène de l'émotion. Donc, il y a ces émotions donc, qui créent donc, des mémoires affectives. Donc, les mémoires intenses, les émotions intenses plutôt, vécues durant l'enfance, donc, ont un impact particulièrement profond chez les gens. Et je le disais donc que dans l'accompagnement, en relation d'aide, il est très important de comprendre cela. Voilà. Il y a une vidéo de Cyrine Ben Mamou, une neuroscientiste qui a élaboré un enseignement sur cet élément, la nécessité de retour vers l'enfance pour pouvoir se libérer
des situations inconfortables de la personne adulte aujourd'hui. Et aussi, quand vous lisez le livre de Lise Bourbeau, les blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes, donc les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes, qui nous empêchent. Donc aussi, vous comprenez l'enjeu de l'enfance. L'enfance a accumulé beaucoup de choses dont l'adulte souffre aujourd'hui ou se réjouit aujourd'hui. L'expérience donc peut être oubliée. Excusez-moi. Oui, allô? Vous avez dit qui s'était coupé entre-temps chez moi. Le livre de Lise Bourbeau. Lise le titre. Ouais, les 5 blessures qui nous empêchent, qui empêchent d'être soi-même. Je vais vous envoyer ça sur la plateforme. D'accord, merci. Donc, c'est très important le retour. C'est pas forcément tout qu'il faut aller dans l'enfance, mais à certaines situations, c'est recommandé ou c'est conseillé, voilà, de faire ce retour-là, comprendre le phénomène et pouvoir l'intégrer maintenant, voilà. Parce qu'il y a eu comme parfois une dissociation chez l'individu, comme un rejet de ce qui s'est passé. Voilà. Donc l'expérience peut être oubliée sur le plan conscient, mais la mémoire émotionnelle et la mémoire affective vont demeurer. Voyez, vous vous rappelez la question du refoulement inconscient, c'est un acte inconscient, le refoulement. Et là, dans le refoulement est accompagné d'une émotion. Voilà. C'est ça, c'est accompagné d'une émotion. La mémoire donc émotionnelle et la mémoire affective donc, sont 2 formes de mémoire liées aux expériences vécues. Voilà. Mais elles ne recouvrent pas exactement la même réalité. Donc, il faut donc distinguer entre les deux dans la dynamique de la formation pour pouvoir aider dans l'accompagnement. Donc, nous allons regarder en détail donc, ces 2. La mémoire émotionnelle donc, est une mémoire implicite, inconsciente. Implicite, inconsciente. Vous voyez, nous savons désormais donc, ce phénomène de l'inconscient. Donc, associé à un stimulus qu'il faut connaître, nous avons vu le schéma de l'émotion. Il faut connaître, identifier, nommer. Parce que dans le travail, on ne peut pas faire juste le travail avec l'imagination. Non. C'est pour ça qu'on demande d'avoir un cahier de notes. On écrit les choses qui sont très importantes. Dites à la personne, quand elle vient à l'accompagnement, avec quelque chose pour noter les choses, pour se rappeler et revenir là-dessus pour travailler. Donc, nommer le simili donc, est une émotion agissant comme donc, un conditionnement. Vous vous rappelez le travail de Pavlov, hein? Le travail de Pavlov, la question de conditions chez l'individu et chez le chien, donc, et chez tout être vivant, donc accompagné par les sons ou accompagné par des situations, accompagné par des événements. Dès que ces événements se présentent, une personne se présente, il y a une réaction spontanée et inconsciente chez l'individu. Ça veut dire que la personne ne maîtrise pas vraiment son fonctionnement face à cette émotion. Voilà. Donc, cette mémoire émotionnelle, la capacité de retenir de retenir et réactiver les émotions associées donc, à une expérience qui a été vécue. Peut-être il y a 10 ans, 20 ans. Voilà. Vous voyez, même quand la personne ne reconnaît plus les détails. Vous voyez, la personne ne peut pas vraiment se rappeler exactement de ce qui s'est passé, mais le corps lui dit qu'elle a vécu quelque chose. Voilà.
Ce qu'on appelle donc le traumatisme. Voilà. La personne vient de traumatisme qu'elle n'arrive pas à comprendre. Et ça également, avec Cyril Ben Mamou, vous pouvez comprendre ce phénomène-là. Parce que la personne réagit, mais c'est pas l'événement lui-même n'est pas là. Et même si on demande à la personne de se rappeler, la personne est complètement dissociée de la situation de l'individu. Voilà. Ça va demander l'accompagnement d'un spécialiste. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à identifier. Dans les accompagnements, dans les écoutes que vous faites avec les candidats et candidates, dès que vous identifiez que ça dépasse votre capacité, ça dépasse votre domaine, il est très important de faire quoi? De référer à un spécialiste, aux personnes professionnelles de ce domaine, voilà, pour aider. C'est très important. Voilà. Donc, elle est fortement liée au fonctionnement du cerveau, notamment donc de l'amygdale. Vous vous rappelez? Voilà, le centre des émotions. Tandis que la mémoire affective, donc, elle est relationnelle. C'est un sentiment d'attachement chez l'individu. Et donc, sur la question de l'attachement, et ça, je vous conseille vraiment, j'espère me rappeler pour envoyer aussi, il y a un psychologue américain qui a travaillé sur ça. Et il a fait un travail très, très, très efficace. Et sur la théorie de l'attachement. Vous voyez parfois des comportements chez des candidats qui sont dans l'adolescence, vous voyez, voilà, qui veulent peut-être s'attacher aux formateurs, aux formatrices, tout ça là. Donc, la notion de l'attachement est très fondamentale pour comprendre le comportement humain. Donc, la mémoire affective dit quels ont été les attachements de l'individu depuis son enfance. Si la personne retrouve les traits caractéristiques chez un individu ou chez peut-être même sa promotionnaire ou son promotionnaire ou dans le formateur, la formatrice, vous allez voir des réactions. Si c'était vraiment un attachement donc positif, sécure, attachement de sécurité, donc la personne va d'une manière ou d'une autre avoir une affection de relation avec cet individu en formation, en maison de formation ou en communauté, voyez-vous. Donc, c'est très important de comprendre la mémoire affective dans l'accompagnement de nos candidats et candidates. Voilà. Donc, elle est liée à la vie relationnelle et à l'histoire personnelle de l'individu. Voilà. Ce qu'on appelle les figures d'attachement chez l'individu. Si cette personne entrevoit cette figure dans une autre personne qui n'a rien à voir avec sa famille et quoi, donc vous allez voir vraiment un rapprochement avec l'individu. Donc, comprenez la personne, ne dites pas tu fais comme un enfant, non, oui. Le comportement extérieur dit frise à l'enfance, à l'enfantillage, mais il faut comprendre d'abord l'individu avant de commencer à faire prendre conscience à l'individu qu'elle est en train de se comporter comme un enfant. Voilà. Vous voyez, c'est à la personne de se rendre compte. Voilà. Si la personne ne se rend pas compte qu'elle agit comme une enfant ou un enfant, l'aide ne peut pas atteindre chez elle et elle ne pourra pas grandir dans ce sens. Donc, le travail de prise de conscience, vous savez, c'est vraiment une étape très fondamentale dans la thérapie, le self-awareness. Et sans cela, le travail ne peut pas continuer à aller loin. Le psychothérapeute, les psychologues, les psychiatres fait surtout son effort pour que la personne prenne conscience de ce qui se passe exactement. Comme ça, les moyens qu'on va déployer, la personne va dire « Ah, c'est raisonnable qu'on emploie ces moyens parce que je souffre de ça ou je traverse cette situation. » Voilà. Donc, les deux mémoires sont à distinguer et à les identifier pour comprendre dans notre comportement et celui des autres. Donc, similitude entre mémoire émotionnelle et mémoire affective. Pourquoi? C'est important aussi parce que pour éviter certaines confusions et amalgames. Donc, toutes deux sont liées aux émotions
et aux sentiments. Ça, c'est sûr. L'attachement a engendré un sentiment chez l'individu et aussi donc l'émotion répétée chez l'autre a engendré telle émotion, ce qui pousse l'individu à reproduire les mêmes choses dans le présent. Voilà. Donc, et donc les deux influencent nos comportements, c'est sûr. Donc la différence principale donc, entre les deux, au niveau de la nature, la mémoire émotionnelle est réactionnelle de base, brute. Tandis que l'autre passe par des souvenirs, des sentiments, se rappelle, et chaque fois qu'il se rappelle d'une phrase qui a été dite, vous voyez, la personne réagit autrement. Voilà. Ou entend une voix, il pense avoir entendu aussi la voix qui s'est passée il y a combien d'années. Donc, au niveau de la conscience, il y a souvent, la mémoire émotionnelle est inconsciente, très souvent inconsciente, c'est-à-dire vraiment, ça passe à l'insu de l'individu. La personne se retrouve juste en train de réagir. Tandis que la mémoire affective est très, très consciente, rappelle des faits de la personne, du visage, de l'histoire, de l'événement. Voilà. Malgré que ce n'est pas dans le présent, c'est ça l'enjeu du traumatisme. Quand c'est vraiment le traumatisme au niveau de la mémoire, sur la base de la mémoire affective, c'est ça l'enjeu. La personne ne vit pas l'événement vraiment, l'événement n'est plus là, mais la personne est en train de réagir comme si c'était l'événement en lui-même. Et le contenu donc de la mémoire émotionnelle, les émotions donc sont sans récit précis. Donc on peut pas, la personne ne peut pas te dire exactement ce qui se passe, mais elle réagit. Voilà. Puisque c'est inconscient. La nature est inconsciente. Tandis que l'autre, tout est précis, récit, tout cela peut réciter la chose. Voilà. Peut te raconter la chose dans le temps et dans l'espace. La mémoire affective. Le déclenchement, donc, les stimuli, donc c'est automatique chez celui qui souffre de la mémoire émotionnelle est parfois incontrôlé. Et c'est généralement ça, incontrôlé. C'est ça qui fait notre problème, n'est-ce pas? Quand nous n'arrivons pas à maîtriser une situation, ça crée une situation inconfortable pour nous dans nos relations avec les autres et même avec nous-mêmes. Et donc, la mémoire affective peut être volontaire. On peut décider de se souvenir et de vivre la chose intensement. Voyez-vous, voilà. C'est très important aussi, même dans la méditation. L'ancrage par rapport donc aux deux mémoires, donc au niveau biologique, chez de la mémoire émotionnelle, donc c'est au niveau du cerveau avec l'amygdale, cerveau limbique, donc, et au niveau de la mémoire affective, il s'agit de la psychologie relationnelle. C'est plus au niveau donc de l'affect que la personne a éprouvé avec l'individu. Conséquence alors, certaines réactions émotionnelles intenses à l'âge adulte surgissent sans que la personne comprenne leur origine. Et je sais probablement que beaucoup d'entre nous traversent cette situation aujourd'hui. Donc vous comprenez que pour approcher donc nos candidats et candidates, il y a la nécessité de la bienveillance envers ces personnes-là dont nous avons la charge d'aider par l'accompagnement. Donc, les traumatismes, les peurs, donc les phobies, la colère, la culpabilité, la tristesse, peuvent avoir leurs racines dans un passé très lointain. Je dis bien peuvent avoir, parce qu'il y a aussi des traumatismes qui naissent à l'âge adulte. Donc, je dis bien peuvent avoir. Donc, dans l'écoute, on fait attention à voir, à situer l'événement sur l'individu dans son temps, dans le contexte, voilà, pour pouvoir aider. Et vous voyez que la thérapie est très difficile
avec les traumas qui ont vieilli chez les individus et qui continuent à produire les effets ou au niveau de l'émotion émotionnelle, de l'émotion émotionnelle et de l'émotion affective, la mémoire affective et la mémoire émotionnelle. Donc, plus la chose est vieille, plus elle est compliquée. C'est ça l'enjeu. Voilà. Le traumatisme est à ce niveau-là. Le traumatisme est très intense chez l'individu, plus la chose est vieille et ça revient à travers la mémoire émotionnelle et ça devient compliqué pour l'individu. Dotons la capacité, selon les ressources humaines, prédispositions chez les individus, de pouvoir traverser les situations traumatiques. Je dis bien situations traumatiques, parce que toutes les situations ne sont pas traumatiques. Donc, enjeu pratique pour la psychologie et la vie spirituelle pour nous. Donc, la mémoire émotionnelle peut expliquer les réactions disproportionnées ou des blocages. Voilà. Vous comprenez les questions de réactions disproportionnées par rapport au stimulus et par rapport à ma réaction. Quand je regarde la conséquence, je vois que vraiment, ça n'a pas sa raison d'être. Vous voyez, j'évalue moi-même, je vois que ça n'a pas sa raison d'être. Déjà, c'est un indice pour travailler. Cette prise de conscience est très importante. C'est déjà un point positif de se rendre compte de la disproportion entre ma réaction et le stimulus. Voilà. Et pourquoi je n'arrive pas à traverser une situation? Pourquoi je n'arrive pas à faire un pas en avant? Il y a comme un blocage à mon niveau. Et je ne sais pas ce qui se passe. C'est ça le problème de l'émotion et de la mémoire émotionnelle. Donc, la mémoire affective au niveau de la mémoire permet une relecture plutôt de vie. Il y a une méthode qu'on appelle la ligne de vie. C'est une méthode psychothérapeutique qui est très efficace. C'est vraiment efficace comme méthode. Pourquoi? Parce que ça retrace ma vie et les événements très importants qui m'ont marqué et au point de vue affectif. Donc, qui ont engendré des attitudes à mon niveau. Donc, la ligne de vie est très importante. La relecture de la ligne de vie est très importante. Donc, utile en accompagnement spirituel et thérapeutique. Parce que la ligne de vie même fait recours à ce qu'on appelle la généalogie de ma famille, de tout cela, de ma vie, ma vie. Quelle est, je viens d'où, le type de relation qu'il y a eu dans ma famille, avec mon père, avec ma mère, avec les frères, tout cela a engendré, parce que la nature de relation a laissé des traces chez moi. Donc, la ligne de vie, et aussi je parle des événements qui ont marqué mon développement à l'école, les échecs, les réussites, les accidents, tout ce qui s'est passé. La ligne de vie me permet de refaire une lecture. Quand ceci s'est passé, comment je me suis senti à l'époque. Vous voyez, ça va reproduire les choses en moi et ça me permettra alors de situer la chose et de m'aider à intégrer, c'est-à-dire accepter la chose et faire avec. C'est une expression psychologique assez importante. Il y a des choses qu'on ne peut pas, qu'on sait qu'on ne peut pas, qui ne dépendent pas de nous et qu'il faut faire avec. C'est ainsi qu'on appelle l'intégration d'une situation traumatique ou une situation qui nous dépasse, qui ne dépendait pas de nous. Voilà. Il faut intégrer parce que la chose s'est réalisée, passée. On ne peut pas retourner et faire que la chose ne soit pas là. La chose est déjà là. On parle de l'intégration quand la personne commence à être capable de pouvoir accepter la chose ainsi. Les événements de deuil, tout cela rentre en jeu. Donc, le travail intérieur consiste
souvent à mettre des mots affectifs sur ce qui est ressenti sans mots. Vous voyez, ce qui est ressenti sans mots, c'est l'émotion. Ce qu'on a ressenti, c'est affect. Voilà. Dans l'accompagnement, c'est très important. Je le disais la dernière fois, faites réagir les candidats et candidates. Interrogez-les, encouragez-les, voilà. Mettez les dispositions, les conditions favorables pour leur permettre donc d'éviter la peur, de chasser la peur en eux et de s'ouvrir intérieurement, voilà, de s'ouvrir librement pour dire et exprimer. Si le candidat dit à son père maître ou la candidate dit à sa maîtresse que ma soeur, quand vous avez parlé la dernière fois là, moi je me suis fâché parce que je n'ai pas aimé. Ça dépend de comment nous allons réagir face à ce que les candidats vont dire ainsi. Est-ce qu'en disant ainsi, la personne est en train de nous provoquer, la personne est en train de nous faire du mal? Non, la personne dit ce qu'elle a ressenti avec le respect qu'il faut. Et donc, donnons l'occasion à nos candidats et candidates de l'exprimer. Ils ne pourront l'exprimer que s'ils constatent une condition favorable de le faire. Parce que si vous ne permettez pas, si vous n'engendrez pas des conditions favorables pour leur permettre de s'ouvrir et d'exprimer ce qu'ils ressentent, ils vont tomber malades. Cette maladie s'appelle psychosomatique. Vous irez à l'hôpital, vous ne trouverez pas la maladie. Mais vous allez acheter beaucoup de médicaments, donc ça va affecter votre économie. Et vous allez peut-être vous énerver parce que vous allez à l'hôpital et puis il n'y a rien. Vous vous énervez contre la personne. Et il y a une histoire derrière ça. Donc, c'est très important pour nous. Et quand on lit les documents, la ratio fondamentaliste, on lit Amedeo Ciancini, on lit Jacques Philippe, on lit beaucoup de livres sur la formation, ils le disent et recommandent de permettre les expressions. À nous de montrer notre maturité. Que la personne parle en désordre ou comment, ce que nous recherchons, rappelons-nous très bien, le besoin de l'individu. Qu'est-ce que la personne veut exprimer? C'est une caractéristique de l'écoute bienveillante. Je prends le temps ici parce que c'est un élément très fondamental. La formation a lieu quand le candidat a la possibilité de s'exprimer et dire ce qu'elle ressent de bon ou de mauvais ou de négatif en elle. Ça permet à l'autre d'accompagner. On accompagne quoi? On accompagne justement en encourageant, on accompagne aussi en corrigeant. C'est ça. Donc, intégrer les deux pour une meilleure liberté intérieure. Donc, les affects, donc les mots et les ressentis. Voilà. Donc, en formation, il faut aider donc à dire « je ressens ceci ou cela » sans culpabilité immédiate. Voilà. Après, on va regarder au niveau de la dimension morale. Ce que tu as ressenti ou bien ce que tu as fait moralement parlant, si tu l'as fait avec toute la liberté, choisie, décidée, discernée et que tu l'as fait, ça s'appelle péché. Donc, cette culpabilité a sa raison d'être, ça te conduit à la confession. Vous voyez, donc il y a tout un mécanisme qu'il faut suivre. Et ça, on ne peut le faire que quand on a une oreille attentive. Et c'est ça le challenge de cette fonction de formateur et de formatrice. Ce n'est pas du tout facile. Et c'est pour ça que nous nous dotons des moyens adéquats qu'il faut. Et donc, un élément important, donc pratique, c'est comment intégrer une émotion négative. Donc, cela ne consiste pas à supprimer, ce qui est d'ailleurs un combat perdu. Vous ne pouvez pas le supprimer. Mais la reconnaître
la comprendre, la traverser et la transformer. L'enjeu, c'est transformer nos émotions négatives en émotions positives. La rage de Paul s'est transformée en quoi? En un zèle missionnaire. C'est un exemple très concret pour nous dans ce sens-là. Saint Paul, il était très furieux contre l'Église. Mais cette fureur s'est transformée en quoi? En zèle, en encouragement des communautés chrétiennes. Donc, dans une perspective humaine et spirituelle, ces émotions peuvent devenir des lieux de croissance et de grâce. Voilà. On reconnaît, je suis colérique, on reconnaît, je suis nerveux, on reconnaît, je suis trop triste, tout cela. Voilà. Qu'est-ce que je peux bénéficier de cette tristesse en y travaillant sur ça? Parce que la tristesse peut-être me permet d'être calme, d'être attentif. Vous voyez? Donc, il y a une transformation qu'on peut faire. Voilà. Dans la gestion des émotions, nous allons regarder ces aspects-là dans le module à venir. 5, donc, grand 4, la capacité humaine de l'évaluation de l'émotion. Donc, nous avons donc cette capacité d'évaluer l'émotion. Déjà, comment ce qu'on appelle la gestion émotionnelle à ce niveau. Donc, la capacité humaine de l'évaluation intellectuelle. L'être humain, en tant qu'être rationnel, n'est pas condamné à agir uniquement sur la base de l'émotion. Donc, il possède donc la capacité de faire quoi? Faire une pause. Je le disais que nous avons des signaux qui nous disent que quelque chose est en train de se passer à nous, qu'on va appeler émotion. Donc, je sens les signes qui arrivent et donc je les identifie. Je sais que c'est la colère qui va commencer, ou ce sont les pleurs qui vont commencer, ou je pense que je suis en train de traverser une situation de tristesse. Voilà. Donc, on fait une pause. Donc, après l'évaluation intuitive, laisser intervenir donc le cortex cérébral. Donc, le cortex cérébral se met en activité dans la mesure où l'homme se sent dans un état calme, paisible. Donc, c'est à nous de créer cette condition de paisibilité pour que la raison prenne le dessus de l'émotion dans ce sens-là. C'est pour ça que, par exemple, pour les cas réactionnels physiologiques de rythme cardiaque, on suggère dans la thérapie une respiration profonde et expiration profonde qui permet de se calmer, et en se calmant, l'hippocampe s'ouvre et donc on a accès à notre cortex cérébral. La raison se met en branle et le jugement peut être opéré. Voilà. Nous avons la capacité donc d'effectuer une évaluation intellectuelle. Vous vous rappelez les 4 niveaux? Expérience, entendement, jugement et décision. Cette évaluation donc secondaire, donc c'est une évaluation secondaire. L'évaluation primaire était basée sur la spontanéité. Donc, prend en compte les connaissances. Vous vous rappelez? Les connaissances, c'est-à-dire la cognition, le travail cognitif. Les valeurs morales et spirituelles. Les motivations spirituelles. Donc, basées sur, dans le compte de la maison de formation et de la vie religieuse, le charisme. Donc, les motivations spirituelles et notre expérience avec le Christ. Quelle est l'expérience que nous avons eue avec le Christ et qui nous pousse à embrasser ce charisme spécifique de telle congrégation. Donc, dans le discernement, c'est très important de jouer sur ces choses-là pour voir quel est vraiment l'amour de l'individu pour cette option de vie qu'elle est en train de faire. Expérience mystique avec le Christ, Dieu et le charisme. Donc, les conséquences à long terme. Voilà.
Donc, cette évaluation secondaire peut confirmer l'émotion initiale. Vous voyez, ici, il s'agit de la conversion. Est-ce que ce que j'avais vécu comme émotion première, et si c'est la joie, si c'est le bien-être, ok, donc, on peut continuer. Avec la pause, je confirme que c'est une bonne émotion pour moi, je peux continuer avec. Si c'est une émotion négative qui me détruit, qui m'empêche dans la croissance de la transcendance de soi, là, je dois donc changer, trouver donc un stimulus, vous voyez, qui puisse m'aider dans une expérience nouvelle, qui puisse engendrer en moi une nouvelle émotion, voilà, orientée vers les valeurs. Donc, les résidus de l'action donc rationnelle. Donc, ça, aussi bien que les émotions laissent des traces, aussi également, hein, c'est après un second examen qui nous a permis donc d'évaluer notre émotion, de juger notre émotion et de pouvoir changer, ça laisse aussi des traces vertueuses dans notre vie. Donc, comme l'action émotionnelle, l'action fondée sur donc la raison, laisse aussi des effets. Donc, le choix des valeurs, la culture des valeurs, la culture des attitudes positives, tout cela va laisser donc des traces, hein, aussi donc un affect positif chez nous. Donc, lorsque ces actions donc rationnelles sont répétées, voyez, répétées, et cela nous pousse à penser à quoi? La vertu, la culture de la vertu est basée sur la répétition du bien. Plus la personne fait le bien devient une personne vertueuse. La personne répète des actions mauvaises en soi, très mauvaises, le mal, la personne devient vicieuse. Voyez-vous? Voilà. Donc, elle crée une tendance habituelle de bien, donc appelée le vouloir rationnel. Voilà. C'est raisonné, c'est choisi et c'est fait pour le bien. Donc, avec le temps, ce vouloir rationnel devient spontané. Parce que la vertu, c'est la question de la vertu. Et agit presque comme un vouloir émotionnel. Presque. Mais dans une chose bien raisonnée, voulue, établie, choisie. Voilà. Harmonisée avec les valeurs. Et c'est ça l'objectif de la formation. C'est de pousser les candidats à pouvoir produire des actes positifs, à les répéter et à pouvoir en vivre comme ils en font ce qu'on appelle leur, faire notre ce qui nous est donné comme nouveau. Ça devient notre. Et c'est vraiment le souhait du moi institutionnel, donc le moi idéal de l'institution, voilà, qui est d'intégrer les candidats dans le charisme de leur congrégation. Donc, c'est ainsi que se transforment donc les comportements problématiques chez l'être humain. Donc, nous avons les actions répétées, donc actions basées sur l'émotion, actions basées sur la raison. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Habitude émotionnelle et habitude rationnelle. La répétition à réfléchir, l'exercice à réfléchir, donc va devenir une habitude pour nous. Pour chaque chose que nous avons à faire, nous devons faire la pause, nous devons réfléchir, nous devons poser donc les conséquences. Voilà. Donc le type de vouloir, c'est le vouloir émotionnel et le vouloir rationnel. Donc dans la perspective de l'anthropologie chrétienne, le vouloir émotionnel est orienté vers ce qui est bon pour moi. Généralement, c'est ça. Vous vous rappelez? Le bon pour moi et le bon en soi. Le bon en soi est le résultat du vouloir rationnel, donc psychospirituel, basé sur les valeurs. Voilà. Donc, l'intégration psychospirituelle dans des émotions consiste donc à prendre conscience des émotions naturelles, les discipliner, les éduquer progressivement. Vous savez ce que c'est que le verbe éduquer avec Amedeo Ciancini, voyez-vous. Donc,
éduquer, former, accompagner. C'est un document, c'est un livre de Amedeo Tchantin. Ceux qui ne l'ont pas encore lu, je vous y invite. Éduquer, c'est la première étape qui n'est pas du tout facile. Et vous comprenez comment vous êtes en train d'éduquer vos émotions et que ça revient au galop. Voilà. Pour qu'elles soient transformées par les valeurs évangéliques et vocationnelles. C'est très important pour nous. Donc, le nouveau schéma avec l'évaluation seconde, avec la pause. Voici donc le processus décisionnel. Il y a le stimulus, c'est vrai. J'évalue. Il y a une évaluation intuitive. Je fais la pause. Vous voyez, je fais la pause maintenant. Je réévalue la chose intellectuellement avec la raison et une nouvelle émotion est née. Action informée par les valeurs. L'action est informée par les valeurs. Donc, l'action est basée sur ce que disent les valeurs. Voilà, informée. En guise donc de conclusion, donc, pour une formation intégrale à partir de la dynamique des émotions, la formation à la vie consacrée ne peut se limiter à la transmission des valeurs, de règles ou de contenus doctrinaux. Elle doit impérativement intégrer donc la dimension affective et émotionnelle, car ce sont les émotions qui constituent le moteur réel du comportement humain. Nous voulons être des bons témoins, des grands témoins du Christ, de la présence du Christ, donc il faut un travail d'éducation de nos émotions négatives et de les transformer. Donc, elle doit intégrer les dimensions affectives et émotionnelles, car les émotions constituent vraiment le moteur de notre comportement. Donc, sans leur transformation, il s'agit de la transformation. L'un des objectifs, donc, et d'ailleurs, c'est le principal, il faut le dire, de la formation, c'est la transformation. Formation pour la transformation. Donc, sans leur transformation, donc, les valeurs restent souvent inefficaces dans la pratique. On peut avoir assez de connaissances sur les valeurs, mais si les émotions ne sont pas éduquées et transformées, les émotions, je veux dire négatives, les émotions naturelles, voilà, infra-humaines, s'ils ne sont pas transformés selon la lecture des valeurs, ça ne peut pas nous aider. Donc, les réactions spontanées, souvent enracinées dans l'histoire personnelle, nous avons vu, influencent profondément les choix et les engagements, parfois à l'insu même du sujet. Nous avons vu avec le sujet de motivation consciente et inconsciente. Donc, le passage du vouloir émotionnel au vouloir rationnel, nous avons vu cela, ne signifie pas de la suppression des émotions, mais leur transformation. Voilà. Il s'agit d'un travail patient par lequel les habitudes émotionnelles sont peu à peu réorientées. Sur la base de quoi? Exercice. Jusqu'à ce que le bien choisi par conviction devienne également désiré affectivement. Est-ce que la personne, ce que vous donnez là au candidat, est-ce qu'ils aiment ça? C'est très important, la question de l'affect. Est-ce qu'ils aiment ça? S'ils n'aiment pas, c'est un travail vraiment d'énergie perdue, beaucoup. Voilà. En ce sens, donc, la maturité psychospirituelle du consacré se mesure à sa capacité d'unifier en lui ce qu'il ressent, ce qu'il comprend et ce qu'il choisit d'accomplir. C'est lui qui choisit d'accomplir. Voilà. C'est ce qu'on appelle la maturité et surtout une personne intégrée, qui a pu intégrer beaucoup de choses. Il accomplit ce que lui-même a choisi. Ce n'est pas parce que le formateur ou la formateur dit, mais comprend les enjeux et comprend le sens et sait
la finalité de la chose et le fait donc responsable. Cette personne est mature parce qu'elle peut répondre à ses actes après avoir accompli, choisi et accompli. Donc, vous avez un lot de questions à répondre individuellement ou en communauté avec les candidats et candidates. Merci beaucoup à vous pour votre écoute, pour votre patience, pour votre collaboration. Voilà. Il y a des réactions. Voilà. Merci beaucoup. Des réactions avant de clôturer? Bien. Merci beaucoup, mon père. Merci. Nous espérons que ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Quand vous avez parlé de la transformation ou de ce que il y a ce qu'on veut transmettre, ce qu'on transmet, et puis ce que le candidat même choisit de... Voilà. J'ai souri un peu parce que quelquefois dans le domaine même de la catéchèse, quand on parle de la chrétienté, voilà, on vous transmet, on vous apprend à la catéchèse, mais après pour l'adhésion à la foi, elle est aussi personnelle. Il faut arriver à faire cette expérience pour pouvoir vraiment adhérer. C'est ça. Donc je vois que ici aussi c'est disons la même dynamique partout. Alors c'est ce qu'on devrait arriver à faire dans la formation. C'est ça. Bon, on espère bien, ça va aller. Ça va aller. On a foi et confiance. Merci beaucoup, mon père. Beaucoup de courage à chacun de nous. Merci. 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 Donc, nous verrons le module prochain, la gestion émotionnelle. Et là, nous allons toucher beaucoup de points, vraiment en particularité, des points pour voir comment on peut s'exercer. Donc, et ce sont des exercices à faire dans la gestion émotionnelle. Se mettre en évidence, se rendre compte qu'on est en situation et de pouvoir appliquer un exercice très bien et s'évaluer. Voilà, s'évaluer et pour voir est-ce qu'on a réussi, on n'a pas réussi. Voilà. Bien. Merci beaucoup. Que le Seigneur veille sur chacun de nous. Amen. Donc, nous allons rendre grâce à Dieu, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci et que Dieu nous garde. Bonne journée à toutes et à tous. Amen. Merci. Amen. Merci. Bonne journée aussi à vous. Merci.